Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre temps pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Union européenne et l'Union africaine soient plus exigeants, je pense, au niveau de l'Union européenne. Et au niveau de la France, c'est les trois faire. On va en parler. Alors donc, bienvenue au Parlement. Vous savez qu'ici, c'est des locaux du Parlement européen. Et je voulais lui donner cette dimension de l'Union européenne parce que vraiment, également, est dans le collimateur de l'Union européenne, et notamment des parlementaires. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu une mission d'observation lors des élections de 2016. Lorsque les députés sont revenus, ils étaient très furieux. Il y a eu un débat au Parlement pour dire que, alors ça c'était un rapport qui a été remis, je pense, en décembre 2016, où ils ont indiqué qu'il y avait une opacité la plus totale, qu'ils sont allés, vous savez, quand il y a une mission d'observation, ils vont dans différents bureaux, qu'ils n'ont pas eu accès à l'ensemble des résultats, qu'ils ont trouvé que dans certains bureaux de vote, notamment dans certaines régions, notamment au Loué, on était en République bananière, puisque Annie Bongo avait plus de 95% de votes favorables pour lui, une participation de 99,9%. Donc, alors ils ont demandé les résultats, on leur a pas donné, etc. Et suite à ça, il y a eu une résolution jeudi 2 février qui concernait la crise post-électorale. Parce qu'il faut vous dire que là, il y a eu quand même M. Ping qui est venu plusieurs fois au Parlement européen, je l'ai rencontré. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été montrées aux parlementaires et qui montraient qu'il y avait des violences incroyables. Alors je vous dis, c'était condamne les violences, violation des droits de l'homme, arrestation arbitraire, détention illégale, intimidation politique et remise en question du processus électoral. Et donc, au mois de février, le Parlement avait demandé de saisir l'article, alors c'est l'article 8 de l'accord de Cotonou, pour dire qu'il fallait mettre en place des sanctions. Alors là, il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, il y a eu une demande de fait, mais c'est bloqué par la France. L'accord de Cotonou, certes, c'est un outil européen, mais la France avait bloqué le système des sanctions. Et après, il y a eu une autre résolution, donc vous voyez, c'est très rare, hein, dans un même pays, il y a autant de résolutions du Parlement européen. Il y a eu une autre résolution, alors là c'était le 14 septembre, qui demande donc de mettre un terme à tous les actes de harcèlement, d'intimidation, de persécution des opposants et garantir la liberté d'expression et l'interdiction temporaire de sortie du territoire, parce qu'en même temps, M. Ping ne pouvait pas sortir de Libreville. Et qu'il fallait faire une réforme approfondie et rapide du cadre électoral, une demande de sanctions ciblées à l'encontre des responsables de la fraude électorale et des actes de violence qui en ont découlé. Donc tout ça, il reprenait ce qui avait été dit d'ailleurs dans la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il demande là? Une enquête internationale sous l'égide des Nations Unies. Et alors, là-dessus, ils reprennent des choses très... Alors d'ailleurs, j'ai ressorti cette directive parce qu'elle est très critique quand même sur la France, notamment le rôle de l'armée française, notamment le rôle de certains entrepreneurs français qui se sont installés là-bas et qui, je pense à M. Bolloré, hein, avec au niveau du port des moines d'eau. Et donc, ils veulent absolument qu'il y ait des sanctions vis-à-vis des responsables de ces violences. Alors, on en est là, puis... alors, sur l'armée, quand même, regardez ce qu'il disait. Considérant qu'il y aura actuellement 350 militaires français déployés, considérant que le nouvel accord a été signé en 2010, stipulant que les forces françaises stationnées
ont la faculté de circuler sur le territoire de la République gabonaise, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales gabonaises comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. Considérant qu'aucune taxe ni loyer n'est demandé aux forces françaises au Gabon, à l'inverse de ce qu'il est coutume dans la plupart des pays, et considérant que l'accord consacre aussi une totale impunité des militaires français en poste au Gabon, même si ces derniers contraignent la mort pendant leur activité. Alors ça, c'est très mal passé au niveau des députés européens, parce que la France joue un rôle incroyable, depuis très longtemps, hein, depuis qu'il y a le Congo, et toutes les ressources pétrolières qu'il peut en être. Alors il demande aussi que les plans d'ajustement structurel mis en œuvre suite auprès de la Banque mondiale et du FMI conduisent à un accaparement des terres et des ressources, notamment pétrolières, qui aggravent la situation économique et sociale. Et il s'inquiète particulièrement des programmes d'ajustement structurel liés au niveau prêt du FMI du 19 juin 2017, qui était autour de 573 millions d'euros. Alors, on en était là. Il y a eu une critique aussi de l'aide française, puisque, d'après mes dernières infos, ils ont aidé autour de 225 millions d'euros, quand même, sur 3 ans. Et toujours, la France essaie toujours de sauver ce pays, et notamment de ce que fait Ali Bongo. Alors après, il y a eu son AVC, hein, où il est au Maroc, il y a eu ce coup d'État. C'est bizarre d'ailleurs, parce que à faire un coup d'État sur le moyen de faire, là, et puis maintenant, c'est reparti pendant 14, d'où le fait de faire cette conférence de presse pour à la fois montrer que quand même l'Union européenne n'est pas assez revendicatrice vis-à-vis de ce qui se passe, et pourtant il y a plein de députés, je pense à certains députés allemands, à certains députés italiens, vraiment qui sont montrés au créneau de façon incroyable, et que la France, elle fait, vous voyez, elle bloque. Moi j'ai eu le même problème à Madagascar, parce que vous savez que c'est des pays qui sont très sous la houlette française. En République centrafricaine, c'est la même chose. Et alors moi là, j'interviens en tant que vice-président des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et comme je suis vice-présidente de la commission sociale et environnement, j'essaie de faire intervenir justement des gens, parce que là, vous savez qu'il y a moitié députés de ces pays-là et moitié députés de l'Union européenne. Il faut un peu taper les points sur la table, parce que c'est quand même inadmissible, et la France joue un rôle vraiment complètement antidémocratique. Voilà, donc je vais laisser la parole aux différents intervenants qui vont nous amener des éclairages. Je remercie Laurence Donc, qui est membre de la campagne internationale Tout le monde à page, qui est ici présente, que j'avais rencontré d'ailleurs au Parlement. Yannick Lambeau, qui est cofondateur de DIP O21, qui est auteur et consultant, c'est ça. Delphine Lepoutre, coordinatrice Tchad, Centrafrique, Gabon, Cameroun, vraiment des pays hein, où la France n'est absolument pas présente. Donc je pense qu'elle sera un témoin très important, donc elle est pour Amnesty International et toute la problématique des droits de l'homme. Et puis Thomas Dietrich, qui est un grand spécialiste, qui fait des papiers qui font trembler un peu le Quai d'Orsay. Parce que c'est vrai que c'est quand même incroyable que dans le domaine de l'Afrique, c'est le couvercle. Hein, comme si on dit, ah ben, s'il n'y a plus les Français, c'est les Chinois qui vont arriver, ou les Russes, parce que maintenant en France, les Russes essaient de mettre un pied là-dessus. Mais il n'y a pas du tout de remise en question de la prédation française vis-à-vis de l'Afrique. Et surtout des trucs qui sont innommables, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Gabon est un pays hyper riche, et que vous voyez que la redistribution ne se fait pas avec la quantité d'États français, vu que quand même dans les biens mal acquis, on avait vu le nombre de propriétés, les 33 propriétés là, qui sont entre Paris et Nice, qui représentent des millions d'euros, qui ont été pris contre les Gabonais. Voilà, donc je vais te passer la parole, hein, et dis-nous un peu la situation et vos revendications pour que vous puissiez avancer là-dessus. Merci beaucoup Michel, merci d'accueillir cette conférence de presse ici, et surtout merci d'être toujours présente quand il faut défendre les droits humains, quand il faut défendre la souveraineté des peuples. Je vous ai dit au Parlement, c'est le Parlement européen, plusieurs fois vous avez toujours été là pour nous, pas en tant qu'individu, mais sur la cause que nous défendons.
Alors, pour embrayer sur ce que tu viens de dire sur l'éducation, parce que je vais en parler un petit peu, on a vu l'agence, quand on va sur le site de l'Agence française de développement, il est dit qu'entre 2010 et 2017, elle a investi 800 millions d'euros sur l'éducation au Gabon. 800 millions d'euros, pas moins que ça. Et moi, je ne pourrais pas vous montrer la vidéo, mais par contre, je vais vous faire entendre des propos d'Ali Bongo lui-même en février 2018, c'est-à-dire après qu'il ait reçu, que le Gabon ait reçu près de 800 millions d'euros de l'Agence française de développement pour l'éducation. Un vaste plan de rénovation des écoles primaires sur l'ensemble du territoire. Un projet qui laisse une véritable remise à neuf des établissements avec des travaux qui seront réalisés sur les aspects aussi bien esthétiques que pratiques et sécuritaires. Cette promesse avait été annoncée le 31 décembre 2017. À la fin du premier trimestre 2018, aucun nombre d'un bâtiment n'est visible ou autres travaux de réhabilitation exécutés. Pour de ce constat négatif, Ali Bongo Ondimba est monté au créneau en tapant du poing sur la table. Je souhaite que nous puissions revaloriser en état un certain nombre de salles de classe. Je suis pour remettre de constater non seulement cet intérêt, mais qu'en plus, nous avons un certain nombre d'écoles dans ce pays qui n'en ont et qui ne ressemblent à rien du tout à des écoles. Et que nous pouvons qualifier certaines de porcheries. Ce sont des porcheries. Et je ne comprends pas que cette état de choses puisse se passer. Moi, je me suis dit, on a même envoyé des équipes où on met en œuvre une école. Et ceci a été fait avec le bruit. Pour être exact, c'est la 2 saisons. Alors, je ne vois pas pourquoi, pour pouvoir appliquer la décision qu'il a mise, il fait tout ce temps. Alors que, parce que ce s'agit de nos enfants, apprennent dans des conditions extrêmement déplorables. Dans certaines écoles, les enfants en viennent à aller se soumerger dans la nature. Comme des animaux, comme des bêtes. Si ceci ne vous interpelle pas, moi ça va. Alors, l'opération que j'avais ordonnée n'est pas destinée à ce que les uns et les autres puissent s'enrichir. Ni que certains d'entre vous puissent enrichir le programme. Elle est destinée à remettre à nous nos écoles. Donc voilà, on entend quelqu'un qui est président de la République depuis 2009. Je passe le fait que son père a été là de 1967 à 2009, donc 50 ans du même système, de la même famille, qui a reçu entre 2010 et 2017, je ne parle pas des recettes de l'État gabonais, parce qu'il faut quand même dire qu'entre 2009 et 2014, le prix du baril de pétrole, qui est la principale ressource du pays, a été l'un des plus élevés, depuis comment on commercialise le pétrole. Donc, malgré tout cet argent qui est rentré dans le pays, ils sont quand même allés chercher de l'aide à près de 800 millions d'euros pour faire soi-disant des écoles. Et voilà que M. Ali Bongo, lui-même, en 2018, mars 2018, tient ce discours. Quand il dit la plupart des écoles, c'est un euphémisme, parce que c'est toutes les écoles primaires au Gabon qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas de sanitaire. C'est toutes les écoles publiques au Gabon qui sont en sureffectif, parce qu'il n'y a pas de salle de classe.
Mais en dépit de ce constat, l'Agence française de développement, en 2018, a encore octroyé des financements au Gabon pour des salles de classe. Finalement, qu'est-ce qui est financé? Est-ce qu'au niveau de l'Agence française de développement, ils n'ont pas un regard sur l'utilisation des fonds mis à disposition? Parce que là, moi je me parle de l'éducation, c'est le domaine que je connais le mieux. Mais rien que dans ce domaine-là, on se rend compte que l'Agence française de développement met à disposition des fonds qui sont évidemment détournés. Et donc ça traduit un soutien à un régime que l'on sait déjà être illégitime, être kleptocrate. Et donc voilà la situation un peu que nous voulons dénoncer vis-à-vis de l'Agence française de développement. Je sais qu'il y a des compatriotes qui ont introduit une action en justice contre cette agence, parce qu'il faut qu'elle s'explique, et il faut s'expliquer aux contribuables français. Parce qu'on parle régulièrement d'aide au développement, mais ça fait quand même 50 ans qu'on aide au développement et que le développement n'arrive toujours pas. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et donc nous voulons, nous, ici, dénoncer cette forme de complicité qui veut que l'on continue de mettre à disposition des fonds, soi-disant pour des populations, mais on sait que cet argent n'arrive jamais à ces populations-là. Et là, nous en avons un exemple patent. Parce que si encore, c'est moi qui avais dit que les écoles au Gabon sont des porcheries, on aurait dit oui, Laurence Dom, on la connaît, elle en fait toujours un peu trop quand c'est le Gabon. Mais là, c'est de la bouche du président, de celui qui est censé être président de la République. Et il parle en mars 2018. Et cet élément a été diffusé sur Gabon Première. Ça veut dire la chaîne nationale de télévision. Donc c'est un document officiel. Donc qu'est-ce qu'il faut de plus pour que l'Agence française de développement se rende compte, rien que pour le domaine de l'éducation, que les fonds mis à disposition n'ont pas servi à l'éducation gabonaise? Pourquoi en 2018 réaffecter des financements, près de 273 millions d'euros, pour des salles de classe? Et nous avions fait le calcul, c'était pour, je crois, une centaine de salles de classe, et la salle de classe revenait à 290 000 euros. Il n'y a qu'au Gabon que les salles de classe coûtent si cher pour au final ne jamais exister. Et donc ça, pour nous, c'est complètement inacceptable. Pour revenir sur la situation globale aujourd'hui au Gabon, on ne peut pas bâtir la stabilité sur de l'injustice. Parce que j'ai beaucoup entendu, notamment avec ce qui se passe dans la RDC, j'ai suivi un débat hier sur une chaîne africaine, je crois que c'était Africa 24, et l'un des intervenants disait « Oui, mais M. Fayulu ne va pas faire comme Jean-Ping qui, depuis 2-3 ans, réclame sa victoire. Il faut que Fayulu accepte que la Cour constitutionnelle a validé M. Tshisekedi parce que le Congo a besoin de stabilité. » Je me suis réjoui de ne pas être sur ce plateau-là. Parce que la stabilité commence par le respect de la souveraineté du peuple. La stabilité commence par le respect des populations. Quelqu'un qui ne respecte pas les populations au point de les violer en volant leur vote ne les respectera pas dans sa gouvernance. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. On a violé l'Afrique par la colonisation, on a violé en imposant au moment des indépendances des chefs d'État qui étaient là plus pour défendre les intérêts de l'expuissance coloniale plutôt que celle des peuples. Et ça n'a pas arrêté, parce que quand on arrive au pouvoir, chacun sert les intérêts de celui qui l'a mis au pouvoir. Si on n'est pas là par la volonté du peuple, on ne sert pas le peuple. On sert les intérêts. Si ce sont les multinationales, ils vont servir les multinationales. S'ils sont là parce qu'ils sont maintenus par une quelconque puissance, ils serviront cette puissance au détriment des peuples. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas là par la volonté du peuple et donc ne respectent pas le peuple. Malgré ça, leur gouvernance n'a pas changé. Je vais faire vite. Les détournements de fonds continuent, les détournements de deniers publics continuent, la répression, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas été élus et que la malgouvernance se poursuit. On a tout vu au Gabon, le pays est quasiment en cessation de paiement. Alors, pour diminuer la masse salariale, on a proposé de payer les fonctionnaires sur ce qu'ils appellent des bons de caisse, c'est-à-dire que les fonctionnaires devaient faire la queue pour aller chercher un titre de paiement. Alors, chaque fonctionnaire est rattaché à un service.
Est-ce que ce n'était pas plus simple de remettre les bons de caisse à chaque chef de service qui connaît ses agents et qui les leur distribue? C'était pas bien comme ça. Ils ont fait une vaste opération, les gens n'ont pas travaillé pendant des jours pour aller faire l'accueil, ils ont dressé des tentes. Sauf que l'opération en question, les tentes qui ont été dressées, ont été loués dans une entreprise qui appartient à la sœur de M. Aliakbar Onanga-Ebele, qui est ministre du gouvernement. Les sandwichs, etc., qui devaient être vendus aux fonctionnaires qui venaient attendre leur bon de caisse, c'était encore l'entreprise des sœurs d'Aliakbar Onanga-Ebele. Et au final, la distribution des bons de caisse a coûté plus de 300 millions de francs CFA, alors que c'était censé faire des économies à l'État. Donc voilà le genre d'incongruité auquel on est habitué au Gabon. Et puis là, tout d'un coup, c'est terminé, on ne distribue plus les bons de caisse et les gens peuvent à nouveau avoir leur salaire. Sauf que, à travers cette opération, qu'est-ce qui a été mené? La chasse aux sorcières. Les syndicalistes, notamment de Dynamique Unitaire, les syndicalistes de toutes les corporations de la fonction publique ont vu leur bons de caisse retenus. Et certains parmi eux sont à 6, 7, 8 mois de salaire à payer, on ne leur donne toujours pas leur bons de caisse. Parce que quand ce gouvernement mène des opérations, il y a toujours derrière une volonté de museler, une volonté de réprimer les moindres velléités d'opposition. Et donc voilà le résultat. Ils ont dit que c'était pour trouver les fonctionnaires fantômes. Entre-temps, ce sont les mêmes qui sont au pouvoir depuis 50 ans, ce sont eux qui embauchent la fonction publique. Donc s'il y a des fonctionnaires fantômes, ils n'ont pas été embauchés par quelqu'un d'autre, si ce n'est eux-mêmes. Et ils ont des fichiers pour les trouver. Bref, donc ça a été une vaste opération encore de détournement de fonds et de répression des populations. Tout ça n'a pas arrangé les choses. Ali Bongo tombe malade. Nous savons tous qu'Ali Bongo a fait une fatigue passagère à Riyad, qu'il a fait hospitaliser. Puis la fatigue passagère s'est transformée en fatigue sévère, diagnostiquée par les médecins. Je savais que c'est une maladie. Ça, c'est d'après le porte-parole d'Ali Bongo. Et puis de la fatigue sévère, ça s'est transformé en saignement. Mais le mot AVC n'a jamais été prononcé, ni par le porte-parole du gouvernement, encore le porte-parole de la présidence de la République, encore moins celui du gouvernement qui ne s'est jamais exprimé sur la question. C'est le porte-parole de la présidence de la République qui est venu parler, mais le porte-parole du gouvernement a estimé que le gouvernement n'avait pas de compte à rendre à la population sur l'état de santé d'Ali Bongo. Qui plus est, se trouvait dans un pays étranger. Ça a été l'omerta. Pas d'informations, pas de nouvelles. On n'a rien su, sauf par la presse étrangère qui parlait d'AVC, qui parlait de... Donc, celui qui était atteint de fatigue très sévère, finalement, le 31 décembre, prononce un discours à la nation de 3 minutes, moins de 3 minutes, et là, on découvre un individu qui présente en fait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. Tous ceux qui ont regardé cette vidéo ont vu qu'Ali Bongo est hémiplégique du côté droit, qu'Ali Bongo a des pertes de mémoire, qu'Ali Bongo a de sérieux problèmes d'élocution, il ne prononce plus bien les mots. Ceux qui ont regardé cette vidéo ont vu qu'Ali Bongo a le regard fixe, parce qu'en réalité, il ne voit plus. Mais malgré ça, son entourage dit qu'Ali Bongo va bien et qu'il continue de gérer le pays. Alors que la Constitution gabonaise, dans son article 13, dit bien que si le président n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions, soit à cause d'un empêchement définitif, ou bien pour quelque raison que ce soit, et dans ce quelque raison que ce soit, évidemment, on peut mettre les suites d'un AVC, il faut que la vacance soit déclarée, constatée, déclarée, et la présidence par intérim est assurée par le président du Sénat, qui a entre 45 et 60 jours pour convoquer le corps électoral pour une élection présidentielle. Plutôt que d'aller vers l'application de cette constitution qu'eux-mêmes ont votée, parce qu'elle a été modifiée en janvier 2018, la constitution, qu'ils ne sont plus prêts à appliquer aujourd'hui. Dans cette constitution de 2018, ils ont mis des pleins pouvoirs
entre les mains du président de la République. Il a les pleins pouvoirs. Rien ne peut se faire sans lui. Et c'est pour ça qu'il y a des raisons d'être inquiet de la situation par laquelle le Gabon passe aujourd'hui. Parce qu'il est hors du pays depuis octobre 2018. Depuis octobre 2018, les Gabonais ne savent pas exactement ce qu'a Ali Bongo. S'il va bien, il a fait 7 heures de vol de Riyad à Rabat, il peut faire 3 heures de vol de Rabat à Libreville. Il y a un palais, il dit avoir construit des hôpitaux superbement équipés, il y a des médecins compétents au Gabon. Pourquoi il ne va pas faire sa convalescence au Gabon? Qu'est-ce qu'on cache? S'il est toujours à mesure de gérer le pays, qu'il se montre et qu'on le voit. Alors, j'essaie de suivre notre chronologie. Le 7 janvier, il y a eu ce qu'on a appelé une tentative de coup d'État. Mais un mois avant cet événement, j'ai reçu des informations m'expliquant que le régime ne veut pas déclarer la vacance parce que, 1, ils ont été surpris, 2, s'il faut aller à une élection, ils n'ont pas de challenger, ils n'ont personne à présenter pour une nouvelle élection, 3, il n'y a pas d'argent pour organiser une nouvelle élection présidentielle, et puis 4, il faut absolument qu'ils gardent le pouvoir à tout prix. Donc, il faut jouer la montre. Et la personne qui est au centre de tout ceci, c'est Marie-Madeleine Bourantou, la très célèbre présidente de la Cour constitutionnelle. Donc, plutôt que de déclarer la vacance, elle a entrepris de modifier la Constitution en y ajoutant un alinéa qui parle d'incapacité temporaire. Donc, si le président est temporairement incapable d'assumer ses fonctions, sauf que cette temporalité n'a pas été notifiée. Ça veut dire que ce n'est pas le temporaire, c'est 45 jours, 1 mois, 1 an, 5 ans, on n'en sait rien. Le flou total pour qu'Ali Bongo continue d'être en convalescence jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Donc, elle a modifié la Constitution avec ses juges, alors que la même Constitution dit que pour être modifiée, il faut soit un référendum, soit les 2 chambres du Parlement réunies en congrès qui peuvent modifier la Constitution. Mais elle a modifié la Constitution avec ses 7 juges. Elle avait un qui était absent. Elle a rajouté cet alinéa parce qu'il faut absolument maintenir la vacance. Et aujourd'hui, elle se comporte en régente. Elle reçoit les investisseurs, elle reçoit les ambassadeurs. En fait, elle est présidente du Gabon. Ça veut dire qu'elle s'est dit que pendant de 1991 à 2018, elle a fait les rois, parce qu'elle est quand même là depuis 1991, ça fait 27 ans. Elle a validé toutes les élections frauduleuses. Maintenant, c'est à son tour à elle de prendre les choses en main. Et elle a une formidable opportunité. Et mon informateur me disait que donc ce qu'il voulait faire, c'était formater un coup d'État venant d'eux-mêmes, venant de la GR, piloté par Frédéric Bongo, avec l'aval de Marie-Madeleine Bourantou. Et à travers ce coup d'État, il rendrait responsable l'opposition et les leaders de la société civile. Et ça leur permettrait de tous les mettre hors d'état de nuire, de les faire arrêter et même de les tuer. C'était ça le plan. Ceux qui sont sur place, c'était de créer un chaos, les faire mourir en les rendant responsables de ce coup d'État. Ensuite, ils établiraient un état d'urgence et viendraient mettre Marie-Madeleine Bourantou présidente par intérim parce qu'elle seule est capable d'assurer la sécurité du pays. Parce qu'évidemment, la présidente du Sénat ne les arrange pas. Ils ne veulent pas qu'elle assure l'intérim, ça c'est aussi une autre équation, parce qu'elle aurait des liens, une filiation avec notamment le fils de Jean Ping, qui épouse la fille de son mari. Donc, elle n'est pas une personne qui, d'après eux, susceptible de participer à un nouveau coup d'État électoral. Donc, il ne faut absolument pas que cette femme assure l'intérim. D'ailleurs, Marie-Madeleine Bourantou a en vue, dans les prochains jours, de modifier à nouveau la constitution gabonaise
pour dire que désormais, en cas de vacance du pouvoir, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale qui vient d'être mis en place. Et ce président n'est autre que M. Faustin Boukoubi, ex-secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Donc comme ça, la continuité du régime est assurée. Donc voilà ce qu'elle a dans les starting blocks. Bientôt, ils vont nous sortir cette modification de la Constitution. Ensuite, l'autre modification de la Constitution qu'ils visent, c'est de faire passer l'élection présidentielle du suffrage direct au suffrage indirect. Parce que la fraude de 2016 a été telle qu'ils ne voient pas ce qu'ils pourraient inventer comme fraude pour se maintenir au pouvoir lors d'une prochaine élection présidentielle. Donc il faut absolument éviter de se confronter au vote du peuple. L'Assemblée nationale étant acquise, ici on a la majorité absolue parce que toutes les élections sont trichées, même le découpage électoral est faux. Donc cette modification constitutionnelle leur garantirait la présidence à vie, parce qu'ils savent que le Parlement leur appartient. Donc voilà un peu ce qui se trame dans les coulisses. Donc le jeune Kelly, le lieutenant Kelly Ondobian, qui est un compatriote, parce que je suis allée après regarder son Facebook, moi je ne le connaissais pas, mais quand on regarde son Facebook, tous les messages qu'il a publiés depuis 2-3 ans, ce garçon parle d'intégrité, il parle de justice, il parle d'amour pour la patrie, et donc quand il a eu vent de ce coup d'État, de ce faux coup d'État, il a décidé de le faire avorter. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est parti avant l'heure prévue. Et il n'a pas lu le discours qu'il devait lire. Il a réécrit son propre discours. Et il les a mis donc en échec. Et pour confirmer ce que je suis en train de vous dire, hier soir, 3 leaders des jeunes du parti appelé Union nationale, Firmin Lomo, Balak et un troisième, ils ont été arrêtés hier soir au motif qu'ils auraient des liens avec Kelly Ondobian, donc ils seraient mêlés au coup d'État. Simplement parce que Balak a été au collège, au Britannique militaire, avec Kelly. Donc ce coup d'État militaire, ce faux coup d'État, c'était pour ouvrir une chasse aux sorcières qui leur permettrait d'arrêter toutes les personnes qui auraient été mêlées, citées simplement par les soi-disant putschistes. Mais là où Kelly a été ingénieux, c'est qu'il a cité des gens, il les a appelés pas comme commanditaires, mais comme pour venir sauver la nation. Et il n'a cité aucun des leaders politiques qu'il était censé citer. Par contre, il a cité le secrétaire général du Parti démocratique gabonais et il a cité le responsable des jeunes du Parti démocratique gabonais. De sorte que si on dit que tous ceux qui ont été cités sont complices, alors eux aussi sont complices. Et il devrait être arrêté. Et ce garçon a été plutôt ingénieux. Parce que quand on parle de coup d'État, comment ont-ils fait pour arriver à la radio aussi facilement? Comment ça s'est passé? On parle de putschistes, ces jeunes enfants, ces jeunes, parce qu'ils avaient entre 28 et 27 ans, ils n'ont arrêté personne. Ils n'ont ouvert le feu sur personne. Ils n'ont même pas donné une baffe à quelqu'un. Ils n'ont pas usé de violence un seul instant. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas faire de mal. Ça veut dire qu'ils ont réussi à déjouer quelque chose qui était programmé et qui devait être d'une plus grande ampleur et qui devait être véritablement néfaste pour le pays. Et donc, comment on justifie le fait que 2 d'entre eux aient été assassinés? Puisque eux n'ont pas ouvert le feu. Ils n'ont pas ouvert le feu. Pourquoi on les a tués? Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, on refuse de rendre les corps aux familles? Parce qu'ils ont refusé de rendre les corps aux familles. Au moins pour qu'ils aient une sépulture. Voici un coup d'État qui a lieu dans un pays. Le coup d'État est soi-disant orchestré par des membres de la garde républicaine. S'il vous plaît, Kelly Ondobian était commandant adjoint de la compagnie d'honneur. Cette compagnie d'honneur est sous le commandement de Frédéric Bongo, qui est le petit frère d'Ali Bongo, qui est responsable du service de renseignement de la GR. Si ces éléments à lui vont jusqu'à fomenter un coup d'État, soit il est complice, soit il doit être entendu. C'est le minimum. On n'a pas entendu le chef suprême
suprême des armées, Ali Bongo Ondimba, qui va bien. On n'a pas entendu le ministre de la Défense. On n'a pas entendu le commandant, le chef d'état-major des armées. On n'a pas entendu le commandant-major, le commandant en chef de la garde républicaine. On n'a même pas entendu le ministre de l'Intérieur. Après ce coup d'État le 7, dans la nuit du 11 au 12, à 1h47 du matin, on nomme un nouveau Premier ministre. La nuit, pendant que tous les Gabonais dorment, on passe à la télévision nationale pour annoncer un nouveau Premier ministre. Entre-temps, côté la Constitution, lorsque le nouveau Parlement est mis en place, le Premier ministre en poste doit présenter sa démission au président de la République, qui doit la valider avant de nommer par décret un nouveau Premier ministre. À quel moment M. Issoze Mbonde a-t-il déposé sa démission? À Ali Bongo qui se trouvait à Rabat. On ne l'a pas vu passer. Issoze Mbonde n'a jamais démissionné, ce qui signifie qu'en réalité, aujourd'hui, le Gabon est le Premier ministre. Parce que le fait de nommer un nouveau Premier ministre n'annule pas l'existence du second, du précédent. Parce que son existence est annulée par la démission qu'il n'a jamais présentée. Voici les incongruités dans lesquelles le pays se trouve aujourd'hui. Il y a deux premiers ministres. Issoze n'a jamais démissionné. Et finalement, qui a donc nommé ce premier ministre en poste? Est-ce vraiment Ali Bongo? Ali Bongo est droitier. Il est hémiplégique du côté droit. Il signe les décrets avec quelle main? Il a appris en 2 mois là se servir de sa main gauche pour signer. Et en plus, pendant qu'Ali Bongo se trouve à Rabat, il publie un décret qui est signé à Libreville par Ali Bongo. Faux et usage de faux. Il n'était pas imposé de signer le fameux décret. Donc, au milieu de tout ce désordre, ils disent qu'Ali Bongo serait arrivé à Libreville pour la prestation de serment du nouveau gouvernement. Sauf que cette prestation aurait eu lieu la semaine dernière, le 14. Nous avons mené notre enquête. Quand ils ont dit qu'ils partaient de Rabat, personne ne l'a vu à la nuit. Il n'y avait pas l'ambassadeur du Gabon à l'aéroport de Rabat. Jeune Afrique a dit qu'Ali Bongo est arrivé au Gabon par un avion prêté par Mohamed VI. Jusqu'à preuve du contraire, Ali Bongo a encore son propre avion. Même son épouse, c'est la seule première dame au monde qui a son propre avion. Pourquoi prendre l'avion de Mohamed VI? Nous avons posté des compatriotes à l'aéroport. Ils y ont passé toute la nuit. Du côté, parce qu'au Gabon, pour atterrir à 3 endroits à Libreville, soit du côté d'Afriquette, ils n'ont rien vu, soit du côté du salon d'honneur de la présidence, ils n'ont rien vu, soit du côté de la base militaire. Ils y ont passé toute la nuit. Il n'y a pas eu l'ombre d'un avion qui s'est posé et duquel Ali Bongo serait descendu. Maintenant, la fameuse prestation de serment du gouvernement, elle était interdite aux médias. Les seuls journalistes qui ont soi-disant eu accès sont ceux de Gabon 24, qui est donc la télévision d'État. Les images qui ont diffusé, soi-disant après nous montrer Ali Bongo qui au moment de la cérémonie a changé de cravate. Il avait une cravate bleue sur certaines photos, sur d'autres il a une cravate rouge, mais il a eu le temps d'aller changer, c'est pas grave. Et puis le Ali Bongo qui allait subitement très bien, parce qu'après le discours du 31 décembre, son porte-parole, M. Ali Bongo a dit qu'Ali Bongo s'était rétabli, qu'il avait retrouvé ses moyens et qu'il rentrerait au Gabon très prochainement. Cet Ali Bongo apparaît, semble-t-il, sur un fauteuil roulant. Alors que dans les vidéos où il est avec Mohamed VI, il est assis tranquillement sur un fauteuil en train de boire du lait. Donc, à quel moment il a été incapable tout d'un coup de s'asseoir sur un vrai fauteuil et qu'il doit maintenant se déplacer en fauteuil roulant? Tout ça, on ne sait pas. Mais on peut faire croire aux Gabonais que le pays est géré, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, cette cacophonie à la tête du pays vient aggraver encore les problèmes économiques, parce qu'Ali Bongo a la signature sur tout. Il est le maître de tout. Et ça crée un chaos au niveau aussi de l'armée. Et aujourd'hui, au Gabon, tout est possible. Parce que les informations qui nous parviennent disent que si Kémy a fait jouer leur coup d'État, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui seraient en préparation et qui pourraient être mis à exécution d'ici le 15 février. Voici les informations que nous avons. Et donc la situation est hyper alarmante pour nous parce que économiquement le pays est à terre.
Politiquement, il est à terre, aujourd'hui il n'est pas géré, on ne peut pas vous dire officiellement au Niger. Ali Bongo devait présider un conseil des ministres, le plan a été reporté au 16 et au 16, on est aujourd'hui le 22, il n'a jamais eu lieu. Donc voilà un gouvernement qui ne tient pas le conseil des ministres. Non, il faut que toute cette mascarade s'arrête. Ali Bongo est incapable de gérer le pays aujourd'hui, il faut qu'il le reconnaisse et que ce qui doit être fait soit fait pour que le Gabon puisse enfin retrouver un tout petit peu de sérénité. Merci pour vraiment ces informations de première main.